et elle est également lauréate de cet organisme. Mais elle est aussi lauréate de l'Académie de médecine, elle est experte judiciaire. Écoutez, si je récite tous les CES qu'elle a, elle ne pourra plus prendre la parole pour nous faire sa conférence ce soir. Donc, tous les CES possibles et imaginables en prothèse. Elle a fait des DU. Bref, c'est une conférencière extrêmement bien bardée de diplômes. Et puis, surtout, elle a mis le doigt sur quelque chose qui est en train de devenir très à la mode à l'heure actuelle, c'est la phytoaromathérapie. Et le sujet que nous avons choisi ce soir n'est pas choisi à la légère, puisque avant de me faire opérer du pied, j'ai demandé à Florine de me préparer une ordonnance de façon à ce que je sois prêt à la fois avant l'intervention et après l'intervention. Tout le monde connaît les douleurs terribles des chirurgies des pieds. Et je dois reconnaître que j'ai pris des antalgiques uniquement pendant 2 jours et après plus rien. Tout est rentré dans l'ordre à une vitesse vertigineuse. J'ai pensé donc que nos chirurgies osseuses également pouvaient profiter de ce type de traitement en pré- et post-opératoire. Voilà ce que je voulais dire donc à Florine. Et bien entendu, c'est le dernier mot. Vous savez qu'elle dirige un DU de phytoaromathérapie qui a un grand succès et que ce DU existe maintenant depuis 5 ans et il commence à compter énormément dans la profession. Voilà, Florine. Merci, merci Raphaël. On n'a plus de mots à dire juste derrière. Juste dans la continuité, l'important effectivement dans la phytoaroma, c'est qu'elle commence à prendre ses marques dans la profession et elle commence à prendre aussi ses marques dans le monde médical, puisque cette année va fêter les 5 ans de la phytoaroma qui rentre en dentaire et ça va être fêté lors des 20 ans du ce qu'on appelle le Grand Congrès international de Phytarome, de phytoaroma à Grasse en 2021, en octobre 2021. Et la profession dentaire sera représentée. Donc, c'est voilà, un pas de plus pour nous faire rentrer dans le monde de la phytoaroma avec une pratique aisée, efficace. Donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, surtout, c'est du pratique, mais basé bien évidemment sur un consensus international en la matière, sur le plan scientifique, pour amener les praticiens à le pratiquer de façon sereine, tranquille et facile. Et comme c'est une entrée en matière, une initiation, je vais le faire avec 3 axes, 3 points clés pour commencer dès demain. Je ne vais pas faire toute la panoplie. Voilà, ça va être vraiment une initiation qui fait que demain, sur son ordonnancier, on pourra le prescrire avec efficacité et aisance. Voilà, c'est ça l'objectif. Alors, est-ce que je... Florine, 2 secondes. Est-ce que je peux juste rappeler aux gens, envoyez-nous vos questions, écrivez-nous les questions et on les retransmet à Florine et on aura une petite discussion ensemble. Voilà. Dans la rubrique converser. Je coupe les micros de tout le monde. Je partage l'écran maintenant, ça y est? Ouais, vas-y, tu peux. Alors. Donc, juste... Ça va venir. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu ça mouline. C'est pas grave, c'est la reprise, c'est normal. Ouais. Et l'important, c'est que j'ai voulu faire simple mais efficace, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment prendre de là 3 points clés qui vont être utiles pour la pratique au quotidien avec une efficacité qui fera plaisir aux praticiens et ça va le motiver ensuite à prescrire. Alors là, j'ai fait partager. Mais, okay. Non, pour l'instant. Ouais, c'est pas... Pourtant, j'ai mis partager l'écran, mais... Ah, peut-être qu'il faut que j'ouvre le PowerPoint. Il te demande de partager soit ton bureau ou des fichiers. Je ne sais pas si tu as ça. Moi, pour le moment, j'ai marqué partager l'écran, l'animateur désactiver. Quoi ouais, à désactiver le partage d'écran par les participants. Ah oui, donc ça, c'est les participants. OK, mais moi, je ne vois pas le mien. Je ne vois pas mon... Tu dois...
Là, tu devrais pouvoir le faire. Attends, je vais regarder. On a un message d'encouragement de Stéphanie Gouiran. Allez Florine, toute la promo de CO2 super critique est avec toi. Merci, c'est la promotion de la 3e année. Merci les amis. Ah, c'est ça, voilà. Vous avez été très balèze, très très fort. Alors, la vidéo. Alors moi, je veux bien. Alors, mon document. Je vais peut-être ouvrir mon document derrière. Est-ce que je peux te nommer animatrice sinon, et peut-être que tu peux. Ouais, Attends, on va essayer. En principe, non. Parce que sinon, bon, oui, je te. en principe, non. En principe, non, mais bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon PowerPoint. Peut-être que ça va permettre de le voir directement. Là, je le mets sur l'écran. Voilà, là, je l'ai mis sur l'écran. Est-ce que là, tu le vois? Non, tu es animatrice. Ok, là, je suis animatrice. Donc, je vais voir ce que ça donne. Essaye. Voilà, je réponds en même temps à Thierry. Retourner la réunion, partager l'écran. Ça doit le faire. Là. Peut-être celui-là. Est-ce que là, c'est partagé? On voit. Est-ce que ah, là, ouais. Ça vient, voilà. D'accord, je pense que ça a été un peu long pour arriver à avoir la connexion, mais là, c'est parfait pour moi. Hein. Voilà. Bon, par contre, maintenant, c'est à toi. Il n'y a que toi qui peux ouvrir, fermer les micros et tout, maintenant que tu es animatrice. Moi, je ne peux plus rien faire. J'ai que la parole, mais bon. Sauf si tu me nommes animateur. Alors, comment je te mets en animateur? Il faut que tu ailles dans participant en bas. Hein. Ah oui, attends, participant en bas. Alors, en bas, moi, je ne vois plus rien. Ah oui, non, c'est en haut maintenant. Oh, pardon. Et tu vois une liste de gens. Il y a David Nataf, c'est moi. Participant. Et je mets David Nataf et voilà, je te mets en plus. Et tu me mets sur le clic droit ou un truc comme ça, nommer animateur, par exemple. Oh, sinon, je peux. Sinon, c'est pas très grave. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? Là, je viens de te nommer en animateur. Ouais, c'est bon. Et le partage d'écran marche. On peut y aller. Ok, parfait. Bah, écoutez, bonjour les amis, bonjour ceux de la promotion de 2017, 2018, 2019 et 2020. Bienvenue également à toute la promotion Garancière, parce que moi je suis issue de Garancière et je sais qu'il y en a qui ont pu assister et être là. Donc voilà, je suis touchée, je remercie ceux qui sont présents et ceux qui ont pu être présents surtout. Et j'ai voulu, pour démarrer l'année avec les plantes, le faire avec un côté très pratique, très confortable pour quelqu'un qui débute et qui veut redémarrer sans avoir à se mettre une charge en tête. Le but, ce n'est pas de se charger, mais au contraire, c'est de se décharger d'un risque d'infection, d'un risque de baisse de l'immunité et d'avoir des effets antidouleurs extrêmement efficaces avec la phyto et l'aroma. Donc, on va commencer. Alors, attends, là, je fais le suivant. Alors, la flèche suivante. Alors, la flèche suivante, c'est… Ça va passer, hein, je pense. Enfin, c'est sûr. Tu peux le faire avec ton clavier, sinon. La flèche de droite. Sur mon PowerPoint, peut-être que j'ai suivante. Voilà, c'est bon. Voilà. Ouais, c'est bon. Là, c'est bon, ça marche? Ouais, c'est bon. Ok. Alors là, c'était juste pour rappeler qu'il y avait donc un livre en la matière où il y a tout. Comme ça, vous avez vraiment toutes les possibilités du début d'un traitement en dentaire jusqu'à la fin d'un traitement en dentaire dans tous les âges et tous les domaines, ce qui fait que ça vous donne un répertoire d'utilisation pratique. Et c'est vrai qu'on l'avait fait en toute amitié avec un autre enseignant en phytoaroma qui est le docteur Paul Goetz. Et cette année, pour la 5e édition, on fera l'édition Paul Goetz et on la fêtera lors des 20 ans du Congrès international de Phytarome à Grasse. Et ce serait bien d'ailleurs que le COEFI soit convié, que soit présent, parce que ça donnerait une image au niveau international de la présence du COEFI aussi. Je trouve que ça serait même très bien. À réfléchir. Alors, juste pour… Ouais, voilà, ça permet de rencontrer en fait le monde médical des autres professions. Donc, et de partager les connaissances du monde de la phytoaroma que nous, on pourra pratiquer dans notre domaine. Concernant Hippocrate, c'est juste pour vous rappeler
en introduction que Hippocrate, on fait le serment, que c'est lui qui avait déjà répertorié environ 250 plantes et que dans son corpus Hippocratum, il y en a beaucoup qu'on utilise actuellement dans la phytoaromate dentaire. Donc, il a vraiment été un pionnier et on comprend qu'il soit le père de la médecine européenne. Ça, c'était juste un petit clin d'œil voilà, pour rappeler. Rappelez également que Charlemagne, qui n'a pas simplement inventé l'école, c'est lui qui a aussi initié par décret l'obligation de planter des plantes médicinales, de planter des plantes qui sont capables de donner des huiles essentielles, parce qu'il s'était aperçu que pendant la propagation de la peste, en fait des grandes épidémies de peste, eh bien, les huiles essentielles arrivaient à faire une barrière à cette propagation et ceux qui étaient dans cette barrière étaient plus protégés. Donc, effectivement, c'est à partir de lui qu'on a commencé à développer et à s'intéresser aux plantes médicinales avec une plus large vision, puisque c'était une vision sociétale. Et dans ce parcours, il y a Hippocrate, il y a la loi, et ensuite, il y a le monde scientifique, pharmaceutique, qui a réussi à adapter des formes galéniques pour pouvoir ensuite les retrouver dans la pharmacie. L'intérêt de la phytoaroma, retenez bien, c'est le fait qu'il y ait moins d'effets secondaires. S'il y avait un point clé à retenir, c'est j'ai une efficacité avec une dose calculée, bien évidemment, mais avec moins d'effets secondaires. Et ça, c'est extrêmement intéressant, notamment chez les patients polymédiqués et chez des patients qui n'ont pas eu l'habitude aussi de prendre des médicaments, c'est-à-dire le corps a une mémoire et là, ça lui permet d'éviter d'avoir entre guillemets des séquelles. C'est comme quand on a une grippe ou quand on a une atteinte médicale, on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on avait d'avant qui reviennent. Voilà, c'est pour éviter de tomber dans cette perte de capital santé. Et en 86, ça a été une année charnière, puisque c'est là où il y a eu cette reconnaissance de la phyto qu'on a intégrée dans la médecine de façon vraiment entière et pleine, qu'on a intégrée, vous avez vu, dans l'allopathie, puisque les plantes et les huiles essentielles, c'est du pondéral, donc on est dans l'allopathie, avec la scission, avec d'un côté l'allopathie, d'un côté l'homéopathie, puisque c'est deux mondes différents, l'un fonctionnant en pondéral et l'autre en infinitésimal. Donc là, c'était juste un petit rappel comme ça par rapport au dernier COEFI pour se remettre un petit peu les notions de phyto et d'aroma, parce qu'on écoute une première fois, pour aujourd'hui en une deuxième fois, pratiquer. La phyto, l'aroma, une petite définition parce qu'il y a une terminologie, c'est la médecine des plantes, c'est une médecine où on va utiliser les principes actifs des plantes pour pouvoir traiter les douleurs, les anti-infectieux, cicatriser, et il y a un fort potentiel en la matière. Et c'est bien sûr une branche de l'allopathie, comme nous l'avons dit. Concernant l'aromathérapie, là, c'est soigner toujours par les plantes, mais pas les plantes elles-mêmes, pas la totalité de la plante, mais une partie qui correspond à qu'on extrait, qu'on peut pas par pression, par différents moyens, qui permet de récupérer les composés aromatiques. Voilà, ça c'est des bases de connaissances initiales pour rentrer dans le monde de l'aromathérapie et comprendre que les substances élaborées par les végétaux sont extrêmement, extrêmement nombreuses. Elles sont utilisées en cancérologie pour faire des médicaments pour le cancer et elles sont utilisées dans des pathologies également beaucoup plus simples de réparation, de cicatrisation, d'immunité et anti-infection. Alors là, je vous ai mis les grandes familles. Vous avez chiquimaté, ce sont des polyphénols, vous avez des terpènes et des stéroïdes, des alcaloïdes, et ça, ce sont les trois grandes familles utiles pour les plantes et pour nous. Utiles pour les plantes parce que c'est leur survie. Quand elles sont attaquées par des insectes, quand elles sont attaquées par leur environnement, ces substances secondaires élaborées par les plantes vont leur permettre à elles de survivre dans leur environnement. Eh bien, nous, on va pouvoir les utiliser pour pouvoir résister, nous défendre face à des agressions, même si l'agression peut être positive, parce qu'une chirurgie implantaire, une chirurgie parodontale, une pose de hanche, je pense à une amie en particulier aussi, je pense aussi aux pieds quand je pense à Raphaël. Donc, il y a des utilités en médical et on en fait partie. C'était quand même pour faire un point important.
savoir que maintenant, on considère comme médicament phytothérapique, alors ça c'est juste un petit clin d'œil à savoir, ce n'est pas uniquement la plante dans son totem, mais ça peut être aussi une partie de la plante. On peut prendre une partie, un composé, un alcaloïde par exemple, et en faire un médicament. On peut aussi prendre plusieurs petits composés de plusieurs plantes et en composer un médicament. Et on peut très bien prendre une seule plante, son totem, et on s'aperçoit que l'avantage de la phyto par rapport à l'allopathie traditionnelle, c'est que vous avez un ensemble de principes actifs qui vont fonctionner en synergie pour à la fois agir au mieux dans la réparation du patient, dans sa santé, mais aussi pour tempérer les effets secondaires. Donc, c'est extrêmement pertinent d'inclure dans son arsenal thérapeutique la phytoaroma en commençant de façon simple, par des remèdes de base qui vont nous permettre en chirurgie d'apporter un plus dans nos traitements. Bon, ça, c'était juste pour vous rappeler la loi. Effectivement, depuis le 2018, ça fait partie de l'ANSM, c'est mis dans le Code de la santé publique. Les médicaments phytothérapiques sont des médicaments, sont entrés dans les médicaments. Là, c'était juste encore un petit clin d'œil pour savoir comment étaient produits les huiles essentielles. Donc là, on pense à l'alambic, on pense à des systèmes à froid ou à la vapeur d'eau. Mais ça, c'était juste un petit clin d'œil. Ça, c'était juste pour vous faire en fait une compréhension du mécanisme, mais sans vous alourdir d'informations trop détaillées dessus. C'est juste pour vous faire rentrer dans un monde qui est déjà structuré. Et nous, en fait, on a la chance qu'il soit structuré et qu'on puisse l'utiliser rapidement et efficacement. L'huile essentielle, qu'est-ce que c'est? Alors, quand on voit le mot huile essentielle, effectivement, on pense à quelque chose de gras. Pas du tout. Une huile essentielle, c'est justement un corps qui n'est pas gras, mais qui est liquide et qui est volatile. Donc, quand vous l'avez dans un flacon, surtout essayez de bien fermer ce flacon pour éviter que ce côté volatile vous fasse perdre les composés aromatiques, puisque tous les composés à l'intérieur ont un rôle médicinal. Savoir comment on peut l'utiliser facilement. Eh bien, soit on va utiliser notre propre peau, quand l'huile essentielle le permet, en lisant son pédigré aromatique. Soit on va l'utiliser avec un vecteur qui va nous permettre de pouvoir l'utiliser, de pouvoir le faire pénétrer dans l'organisme en toute sécurité. Donc là, on peut faire appel à l'alcool parce que ce composé volatile est soluble dans l'alcool. On peut utiliser de l'huile et de l'huile d'olive, une huile végétale. Dans notre domaine dentaire, dans le domaine médical, il y a une huile qui est intéressante comme huile végétale, c'est le millepertuis parce qu'elle a un pouvoir régénérateur cicatrisant quand on est en chirurgie. Et puis une autre qui est également extrêmement intéressante, c'est l'huile végétale de pépins de raisin parce qu'elle a un pouvoir, un potentiel astringent, donc anti-hémorragique. Donc c'est intéressant pour des personnes qui ont des gingivorragies d'utiliser l'huile végétale de pépins de raisin comme support à l'huile essentielle. C'est très peu soluble dans l'eau, mais ça l'est quand même. C'est soluble également dans la cire. C'est pour vous donner un petit peu des bases de compréhension galénique de mode d'utilisation de l'huile essentielle. Alors, là, on va rentrer dans le vif du sujet. En pré- et en post-opératoire, comment on peut l'utiliser? Alors, en préopératoire, il y a énormément de possibilités d'utilisation. Il y a dans les plantes de drainage, il y a les plantes pour l'immunité. Mais je vais commencer par, dans le choix, pour faire une synthèse courte, parce que je ne voulais pas trop prendre de temps dans les retrouvailles, on va dire, de début d'année, c'est choisir un remède que vous connaissez, qu'on avait vu en première vue en avril, qui est d'apaiser le stress. Apaiser le stress, ça a été reconnu sur le plan scientifique, à la fois chez les souris, puisqu'on a commencé chez les souris, on les a étudiées, puis on a fait ensuite sur l'homme, et on s'est aperçu que diminuer le stress permettait d'augmenter les défenses immunitaires. C'est-à-dire que ça permettait d'éviter une décompensation des défenses immunitaires, ça permet d'éviter des réactions, on va dire,
non recherchés inflammatoires, de comportement inflammatoire, et également dans les risques infectieux. Et ça a été montré. On a d'ailleurs remarqué que depuis longtemps, le stress et la paro ne font pas bon ménage. Donc, en préopératoire, si on devait utiliser un point de la phytoaroma pour une chirurgie, c'est d'apaiser le stress. Ensuite, nous verrons en post-opératoire le remède clé, le remède roi, qui permet de faciliter et d'améliorer la cicatrisation. Alors, pour le stress, pour ceux qui ont suivi la première version, rappelez-vous, c'était l'huile essentielle de lavande fine. Ça sent extrêmement bon pour ceux qui aiment, et pour ceux qui n'aiment pas, il y a des huiles essentielles équivalentes. Mais celle-ci, elle a l'avantage de pouvoir avoir l'équivalence de rôle de la tarax, de l'hydroxyzine dichlorhydrate, sans en avoir les effets délétères. Ça, c'est un point extrêmement intéressant et facile. C'est-à-dire que sur votre ordonnancier, vous mettez en première ligne, puisque vous allez traiter la première étape préopératoire pour apaiser le patient, vous mettez l'huile essentielle de lavande fine. Pas la lavande aspic, mais la lavande fine. Et vous vous rappelez qu'on avait clairement montré son rôle donc, dans le rôle anti-stress, calmant et apaisant, avant une intervention chirurgicale. Donc, c'est complètement adapté avant une chirurgie dentaire, mais c'est également extrêmement adapté pour n'importe quelle chirurgie ou pour n'importe quel moment de stress dans la vie, même au quotidien. L'intérêt pour l'action anti-stress pour une chirurgie, c'est d'amener le patient, c'est l'intérêt de cette huile essentielle, c'est qu'elle va amener le patient dans une sérénité psychique et physique avec un corps qui va être calme. Le corps ne va pas être agité. Et donc, on va pouvoir sereinement ne pas risquer de faire un geste éventuellement qui ne soit pas adéquat parce que le patient aura bougé. Et c'est complètement adapté à la chirurgie. C'est l'huile essentielle par excellence dans ce cadre-là. On utilise les sommités fleuries. C'est la famille des Lamiacées pour l'information botanique et son nom latin, c'est Lavandula angustifolia que vous voyez marqué sur les packaging des boîtes. Dans les huiles essentielles, si vous voulez savoir si votre huile essentielle est de qualité, c'est vrai que si vous passez par la pharmacie, c'est un gage quand même que la chromatographie en phase gazeuse a été étudiée de l'huile essentielle, donc c'est plus serein. Donc, et ça a comme action pas uniquement le stress et la relaxation au fauteuil, mais parce que ça va permettre d'éviter les réactions inflammatoires délétères et des réactions qui vont amener l'organisme vers l'infection. Donc, il protège en fait de l'infection, il protège le comportement de l'organisme qui pourrait dériver vers l'inflammation ou l'infection. La composition, donc vous voyez, je vous ai mis une ordonnance pour bien vous cadrer sur le fait que vous avez à le noter sur l'ordonnance de telle façon à ce que vous soyez sûr que le patient, en passant par la pharmacie, aura normalement un produit d'huile essentielle qui contiendra les bons principes actifs. C'est-à-dire vraiment la quantité en ester, en monoterpénol, en monoterpène, que vous ayez les éléments nécessaires de cette huile essentielle qui va nous apporter son rôle. Son rôle, c'est ce côté antispasmodique. Il va être complètement zen au fauteuil. C'est également le rôle anti-infectieux qui est intéressant avec les monoterpénols et également le rôle antiseptique pour l'atmosphère qui est un plus rajouté. Mais c'est la compréhension que cette huile essentielle, elle ne va pas avoir un impact que sur le stress, mais un impact sur les conséquences du stress et un impact sur l'attitude comportementale du patient au fauteuil. Et ça, c'est un plus lorsqu'on fait une intervention qui va durer longtemps. Et bien sûr, elle est conseillée avant de dormir, elle est conseillée avec ce côté soporifique et donc avant une intervention, les nuits qui précèdent pour relaxer et lever l'anxiété et l'agitation. C'est les deux points clés de la capacité de cette huile essentielle. Voilà, là, je vous ai mis en exemple des hommes et des femmes politiques pour ce côté un petit peu humour d'action, mais c'est exactement ça qui se passe.
à partir du moment où l'utilisation est faite de façon bien évidemment adéquate. Alors, de façon adéquate, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous le mettez maintenant, vous mettez 2 gouttes maintenant pour la bonne odeur, pour sentir, ça va vous faire une espèce de bien-être momentané, mais ça ne va pas lever l'anxiété. Pour lever l'anxiété, il y a une nécessité de quantité par jour et de durée. Face à une chirurgie importante, quand on va au bloc opératoire, au cabinet dentaire ou quand on va au bloc opératoire à l'hôpital, il est important de prévoir de le prendre environ 7 jours avant et le jour même. C'est beaucoup plus sûr d'avoir son efficacité ressentie par le patient. 7 jours avant, combien de gouttes? Alors, si vous le prenez sous forme de flacon, la quantité de base est de 6 gouttes par jour. La quantité maximale à envisager, c'est 12 gouttes. Donc, quand on écrit son ordonnance, on met 2 gouttes 3 fois par jour, sur 7 jours. C'est simple. Quand on prescrit son antibiotique, on met 2 comprimés de 500 mg 5 fois par jour. Vous pouvez mettre dans la foulée, voilà, je donne un exemple, hein, dans la foulée, la même chose, toujours 2, mais cette fois-ci, la quantité 3 fois par jour pour avoir les 6 gouttes. Si le patient vous dit, moi, je ne peux pas forcément toujours dans la journée, je ne suis pas forcément occupée, je vais oublier, prenez la quantité de 6 gouttes. Si vous voulez prendre 3 gouttes le matin et 3 gouttes le soir, vous pouvez. Mais c'est rester sur une quantité de dose pour avoir l'effet. Pour la partie pratique, un flacon de 10 ml, c'est facile à transporter. Et pour vous montrer en image, puisque c'est effectivement c'était le côté sympathique de le faire chacun ensemble, c'est de, voilà, je vous l'ai mis en photo, c'est de prendre ces poignées et de verser 1 à 2 gouttes par poignée, de les faire frictionner ensemble et ensuite d'inhaler cette huile essentielle qui de toute façon va quand même pénétrer par voie cutanée. Ça veut dire que même si on n'utilise pas la voie d'inhalation, on aura une efficacité. L'intérêt de l'inhalation, c'est d'accélérer l'effet calmant. C'est aussi l'intérêt de l'utiliser lorsque l'on est au cabinet dentaire, on est dans la salle d'attente, on est dans la salle d'attente avant l'intervention. Le patient est dans un état pas tout à fait cool, ce qui se peut se comprendre, même s'il est bien encadré, bien entouré. Et ça va être un soutien pour le patient juste avant l'intervention. Donc, c'est 7 jours avant et bien évidemment le jour J. Avec cette facilité d'utilisation et de prescription, 2 gouttes 3 fois par jour pendant 7 jours. Poignée, friction, inhalation. Bien évidemment, l'inhalation a montré son effet à partir d'une inhalation d'environ 1 minute. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui, lorsqu'elles se trouvent au moment d'aller dormir, en mettent sur leur oreiller. Et ce qui fait que pendant la nuit, elles respirent ces 2 gouttes d'huile essentielle. Et là, on aura cet effet apaisant. Par ce biais-là, également, ce sera un support et un vecteur. Maintenant, il y en a qui ne vont pas vouloir l'utiliser par voie cutanée. Soyez souple dans la possibilité de l'utiliser, dans le sens où ce que l'on recherche, c'est l'observance du patient. Si on n'a pas l'observance, on n'aura pas l'efficacité. Donc, on peut lui dire, oui, effectivement, vous pouvez prendre dans votre tisane du soir à la camomille, ou dans votre tisane du soir allez, à la verveine, ou voilà, ce que vous voulez le soir. Plutôt la verveine serait peut-être pas mal pour dormir, et le tilleul. Ou sur une cuillère à café de miel. Vous pouvez le prendre aussi sur un carré de sucre, bon, je le dis entre guillemets pour les dentistes, sans oublier bien évidemment de se brosser les dents le soir à partir du moment où on le prend sur un support sucré. On peut le prendre aussi sur ce qu'on appelle un support neutre. Ça se vend en pharmacie. Alors, si le patient qui s'y connaît, qui a l'habitude de prendre des huiles essentielles, vous le demande, il va vous dire, OK, je rajoute dans ma prescription support neutre sur l'ordonnance. Ça, c'est intéressant parce que ça n'a pas de goût. Mais l'inconvénient, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, c'est comme de la craie. Donc, oui, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais savoir
que le monde pharmaceutique a adapté les formes galéniques. Toujours garder en mémoire que ce n'est pas chez les enfants de moins de 7 ans et pas chez la femme enceinte avant le 4e mois, mais en général, on n'est pas forcément concerné en chirurgie parodontale ou en chirurgie implantaire, et que la voie cutanée, pour moi, c'est la voie vraiment la plus facile, qui ne demande aucun effort. Vraiment, c'est vraiment le plaisir même de l'application. Mais si le patient n'aime pas, vous savez que vous avez d'autres moyens de support pour l'utiliser. Gardez en mémoire toujours que évitez d'utiliser les huiles essentielles pures en bouche parce que vous pouvez avoir cette sensation de brûlure des muqueuses qui n'est pas agréable. Donc, voilà, c'est juste dire pas brut de pomme, prenez-la pas comme ça et respectez les doses et les durées. Les doses, les durées donneront l'efficacité. Clairement posée. Et c'est simple. 3 gouttes le matin, 3 gouttes le soir, 2 gouttes le matin, midi et 2 gouttes aussi le soir. C'est simple, facile et apprécié des patients. Et ça évite l'atarax. Là, c'était vous donner l'intérêt d'apaiser le stress sur le rôle de l'immunité et pour préparer le patient à accueillir l'intervention. Ça va vous permettre aussi de pouvoir recevoir le patient qui est dans une zen attitude corporelle et mentale et qui va être dans toute une pleine confiance du traitement. Alors aussi, on a aussi des possibilités en péropératoire, mais là, on était en pré et en post. Et en post-opératoire, il y a un remède qui est très important à retenir. Et c'est pour ça que je voulais que vous ressortiez de là avec des clés de pratique demain. Et en post-opératoire, il y a un remède qui est extrêmement intéressant pour nous, qui est un remède roi en implantologie, en parodontologie, dans le DU d'Evry. Donc, je remercie si Eric David a pu se libérer. Voilà, je parle bien sûr dans les cours de ce DU de la prêle, puisqu'en implantologie, c'est un remède extrêmement pertinent avec son potentiel reminéralisant. C'est ce qu'on appelle la prêle des champs, Equisetum arvincé, la famille des équicétacées. Et je vous ai montré la photo de la partie qu'on utilise. C'est la tige aérienne stérile, avec ce rôle très connu, on va dire, d'avoir un effet diurétique et un effet reminéralisant. Et vous comprenez tout de suite toute la portée en dentaire, dans tout ce qui va être osseux, tout ce qui va être réparation, cicatrisation, récupération. Et pour comprendre, je vais quand même vous exposer, parce que là, c'est quand même important, ce qu'on y trouve. Vous le mettez sur une ordonnance. Vous voyez, je vous ai remis l'ordonnancier devant pour vous dire, voilà, vous avez 2 éléments que vous pouvez rajouter sur votre ordonnancier. Le remède stress avec ce côté remettre les fonctions de l'organisme dans leur plus grande possibilité de défense immunitaire, mais aussi un remède de cicatrisation optimale dans notre profession. Pourquoi? Parce qu'il est tout d'abord extrêmement riche en éléments minéraux, mais des éléments minéraux assimilables. C'est la silice sous forme de silicate, hydrosoluble. C'est l'acide orthosilicique. On en a 5 à 10%, ce qui est énorme au niveau de la masse. Vous avez aussi tout ce qui va être en calcium, en phosphore, en fer, en magnésium, en sodium, en soufre, mais sous forme de chlorure, par exemple. Pour le potassium, c'est des chlorures et des sulfates de potassium facilement assimilables. Pour le calcium, on est en carbonate de calcium. Donc, on est dans des formes biodisponibles pour que le corps saisisse ces éléments nourriciers pour le tissu osseux. Et pas que. On a également des flavonoïdes, on a des tannins, des saponosides, et puis on a de l'acide ascorbique. On a la fameuse vitamine C. La vitamine C, on en connaît tous son intérêt dans la réparation, dans l'immunité, dans la protection de l'infection, pour éviter dans une grippe même qu'elle prenne de l'ampleur, on donne de la vitamine C. C'est-à-dire qu'elle a son utilité. Son utilité, c'est de participer à l'organisation métabolique
de la cicatrisation et de la réparation. Et l'ensemble de ces éléments avait été étudié depuis extrêmement longtemps. On a une étude pertinente qui était en 1999 que je vous ai mis sur la diapositive, et je vous en ai mis d'autres pertinentes qui avaient été également faites après sur la prêle. Donc là, c'est pour vous donner la richesse de la prêle. Et ce n'est pas tout. L'ensemble, alors là, je vous ai mis les études ensuite de 2008 en dessous, notamment une qui était intéressante aussi. Mais ce qui est très pertinent dans ce remède, c'est qu'il va contenir les éléments qui vont avoir une action sur la réparation tissulaire aussi, du tissu conjonctif. Donc, on a une action sur le tissu conjonctif, on a une action sur le tissu osseux. Donc, on a une action pour toute intervention parodontale, comme toute intervention osseuse. Ça veut dire aussi qu'on a une action pour quelqu'un qui va faire une opération de la hanche, pour quelqu'un qui va faire aussi une intervention maxillofaciale ou une intervention orthopédique. Et aussi, c'est utilisé en rhumatologie. Ça permet d'augmenter la synthèse de collagène. On a une action grâce au sel de calcium qu'on a vu tout à l'heure et surtout par la silice. Et l'action va directement sur le fibroblaste. Ça montre la portée d'action de la prêle dans notre profession et il est extrêmement facile d'utilisation. Là, c'est 600 mg par jour en gélule, tout simplement. Il a aussi une action astringente, cicatrisante, hémostatique dans ce même médicament phytothérapique. C'est ça l'intérêt et la force de la phytoaroma, c'est qu'un même remède a plusieurs cibles d'action qui vont avoir un effet convergent vers le même objectif. Cicatrisation osseuse, cicatrisation tissulaire et le côté, bien évidemment, hémostatique, mais pas que. Il a aussi une action anti-inflammatoire et antalgique, c'est-à-dire en prenant de la prêle en post-opératoire, on a aussi un effet antidouleur, anti-inflammatoire. Donc, ça va calmer le patient en prenant de la prêle sous forme de gélule ou sous forme de liquide, comme je vous le montre là, sous forme de PS, parce qu'il y a plusieurs formes galéniques possibles. Et donc, là, il y avait également des études que je vous ai mis de 2014 sur l'intérêt de l'action complète de la prêle. Donc, si il y a quelque chose à retenir d'aujourd'hui, parce que je ne voulais pas vous bombarder d'idées, je voulais vraiment que ce soit dans ce côté très convivial, vraiment retenir le message essentiel de base, c'est que vous avez en très peu, beaucoup en phytoaroma. Et la prêle en est un exemple majeur. Donc, cette action anti-inflammatoire et antalgique qui permet de limiter la prise anti-inflammatoire et d'antalgique avec une action naturelle, avec moins d'effets secondaires. Voilà, c'était pour vous rappeler les diapositives de départ. Moins d'effets secondaires, c'était son intérêt. Son intérêt, c'est les troubles de la minéralisation osseuse avec tout ce qui va être du domaine de former de l'os, minéraliser un os en formation. Et bien évidemment, après une chirurgie implantaire, c'est extrêmement pertinent. Après une chirurgie osseuse, c'est le bon moment de le prescrire. Donc, on est en plein au cœur de notre intérêt chirurgical et dentaire. Et ça va permettre aussi de favoriser la fixation du calcium sur l'os. Donc, en fait, c'est que du bonus avec la prêle. Donc, ça, c'était vraiment pour vous situer l'intérêt de la prêle dans le post-opératoire. Et ça agit également sur tout ce qui est retard de cicatrisation au niveau de la peau, au niveau des cheveux, au niveau des ongles. Donc, c'est également utilisé par les dermatologues. C'est utilisé en maxillofacial, c'est utilisé par les orthopédiques. C'est utilisé également par 600 mg par jour. C'est parfaitement juste. C'est excellent. Et là, je vous l'ai mis également sous forme de gémothérapie et vous le mettez sur l'ordonnance. Donc, effectivement, ce remède est extrêmement pertinent et je voulais simplement, à la fin de la présentation pour vous, hein, que vous puissiez avoir ce gain d'utilité dès votre prochaine intervention. Alors, bien sûr, il y a un bémol. Voilà. C'est efficace, il y a moins d'effets secondaires, mais il y a… Ah, oui, il y a une question? Bon. Il y a moins d'effets secondaires, mais il y a des limites. Les limites, c'est que c'est tellement efficace qu'il faut faire attention quand on est en cas de cancer.
parce que c'est une plante de croissance. C'est une plante de croissance que nous, on recherche quand on fait une thérapeutique chirurgicale, paro et implanto, et c'est complètement déconseillé si le patient a un cancer. Donc, si le patient a un cancer, on proscrit complètement la prêle. En revanche, quand il s'agit d'insuffisance cardiaque et d'insuffisance rénale, c'est déconseillé. C'est-à-dire que si vous l'utilisez à courte durée, voilà, ça peut éventuellement, quoique je ne suis pas très fan, parce que c'est un médicament qui peut avoir des effets par rapport à son élimination. Évitez également dans les cas où on a des médicaments que le patient prend qui sont soit des médicaments comme le lithium, soit des médicaments du rythme cardiaque qui sont des digitaliques, parce que eux, vous savez qu'ils ont une marge thérapeutique faible. Donc, c'est des médicaments où il faut faire aussi attention. Donc, quand on fait le questionnaire de santé du patient, si on se retrouve dans cette situation, eh bien, on sait qu'on ne pourra pas l'utiliser. Mais ce n'est pas forcément tous les patients. Donc, quand on est là, on dit « OK, c'est les cas où je ne le prescrirai pas ». Et donc, bien évidemment, ça a été reconnu dans tous les écrits scientifiques depuis longtemps et ça a été validé par l'Agence européenne du médicament et avec l'intérêt de la prêle avec son effet reminéralisant osseux, son effet antidouleur, son effet cicatrisant, il va améliorer et il va donner une rapidité plus grande à la cicatrisation. Et par la commission du ministère de la Santé allemande, il a bien évidemment pris en compte l'intérêt de ce côté anti-inflammatoire, ce côté diminuer les œdèmes après une chirurgie. Donc, ça a été validé et ça a été posé comme une indication par les grandes instances en la matière. Donc, c'est vraiment un remède qui nous va bien, qui nous convient et qui va être un plus pour le patient, qui va s'apercevoir de ses bienfaits en se disant, mais bon sang, c'est quoi? C'est 2 à 3 gélules avec cet effet antidouleur, anti-œdème, juste après un traumatisme, reminéralisant osseux, restructurant au niveau du tissu conjonctif, et ce, avec la seule précaution majeure, c'est si on est dans les contre-indications de patient qui a un cancer. Alors là, il faut faire attention, effectivement, on oublie là, dans ce cadre-là, évidemment. Et la postologie, moi j'aime bien 600 mg par jour, on est en pleine sécurité, on le prend pendant 1 mois, juste après l'intervention. C'est le meilleur moment pour le prendre. Ce n'est pas le prendre sur le long terme. On pourrait éventuellement, dans des cas de tout ce qui est rhumatisme, etc., arthrose, mais là, dans le cadre dentaire qui nous correspond, 1 mois, 600 mg, on est dans le juste. Et c'est pour ça qu'il est plus important de mettre 600 mg sur son ordonnancier que le nombre de gélules, parce que je vous ai montré plusieurs modèles sur la diapositive. Selon les marques, les gélules ne sont pas dosées tout à fait de la même quantité. C'est pour ça qu'en général, 3 gélules, on est plutôt bon. Et si on est un peu plus, voilà, ça reste acceptable. Voilà. Et ça, c'est vraiment les 2 remèdes que je vous conseille de pratiquer parce que vous allez en avoir les bénéfices que vous allez constater dans votre exercice dans l'immédiateté. C'est ça le plaisir de ce remède, en fait. Et là, c'était pour vous faire un peu ce qu'on appelle dans la terminologie phytoaroma, la monographie de la prêle avec son tableau, c'est-à-dire la botanique d'un côté, et donc les équisthétums avancés, la famille des équistétacées, ce qu'on utilise au niveau de la plante, c'est-à-dire les tiges stériles vertes. De l'autre côté, c'est ce qu'on appelle les principes qui composent la prêle. Et ensuite, ces principales propriétés qu'on a vues tout à l'heure, les actions trophiques sur le conjonctif, reminéralisant, anti-inflammatoire, anti-œdème, astringente, cicatrisante, hémostatique. Et les indications qu'on peut en retirer, c'est les troubles de la minéralisation, les troubles de la cicatrisation et l'accélération de la cicatrisation. Et c'est extrêmement conseillé aussi en convalescence. Et pour l'élimination rénale, ce n'est pas trop notre propos. La convalescence est extrêmement intéressant parce que nous, dans les chirurgies en bouche, en général, le patient quand même remonte assez bien par rapport à la notion de convalescence. Mais quand on est en chirurgie au bloc opératoire sur des chirurgies plus lourdes comme les hanches, les genoux, etc., les patients parfois rentrent chez eux en disant « j'ai l'impression que je n'ai pas récupéré, je ne suis pas bien ».
eh bien, c'est un très, très bon remède de convalescence pendant 1 mois et le prendre juste après. Et pour éviter toutes ces douleurs qui restent après quand il dit « Oula, il y a un petit peu d'humidité, j'ai une douleur qui me revient ». Non, évitez ça. Prenez dès le démarrage de la cicatrisation à ce moment-là de l'après. Là, c'était pour vous faire la monographie et puis une synthèse de la compréhension de l'utilisation de ce remède. Alors ça, c'était juste pour finir pour une petite clé de dentiste, puisque nous sommes chirurgiens dentistes et on est tous phytothérapeutes sans le savoir, parce qu'on utilise tous du clou de girofle. Je voulais vous montrer un petit bain de bouche que vous pouvez faire vous-même, que vous pouvez noter sur l'ordonnance de cette façon-là, où vous écrivez simplement huile essentielle de clou de girofle, hein, on connaît tous le clou de girofle, l'huile essentielle d'arbre à thé, qui est le tea tree, et à ce moment-là, dire au patient de prendre 2 flacons, un flacon chaque. Il prend un petit peu d'eau tiède, il met 2 gouttes de chacune de ces huiles essentielles, il touille un petit peu, de telle façon à ce que ça se remue même si ça reste en surface, et de se faire un bain de bouche avec. Alors l'intérêt de ces huiles essentielles, c'est vraiment le côté anti-infectieux. Et pourquoi j'ai choisi de vous proposer ces 2 huiles essentielles? Parce qu'en fait, il y en a plusieurs, mais là, on était dans la gamme post-chirurgicale. C'est qu'on a un côté anti-infectieux qui va accompagner la chirurgie et qui est d'autant plus intéressant si un patient est sujet à l'infection, comme par exemple les diabétiques, comme les patients qui ont un risque potentiel de faire des infections après une intervention chirurgicale. Et donc, l'intérêt, bon, ça c'était pour vous rappeler les principes actifs. Le génol, bien évidemment, 92% de la composition. Ça contient des sesquiterpènes, des esters. C'est un composé, le clou de girofle, qui est extrêmement merveilleux par rapport à ses principes actifs et à ses propriétés. Ses propriétés dans la sphère bucco-dentaire, et c'est pour ça qu'on en a dans nos produits dentaires hein, qui sont commercialisés, c'est parce qu'il a un rôle anti-infectieux, antibactérien puissant à large spectre, antiviral, antifongique, antiseptique. C'est un stimulant général cautérisant pulpaire, stimulant immunitaire et anesthésiant. L'intérêt du clou de girofle, c'est que c'est une huile essentielle qui a une notion de rapidité d'action. C'est-à-dire quand vous avez un problème, le patient vient en urgence, il y a une huile essentielle à penser dans l'urgence, c'est le clou de girofle. Alors que la deuxième, l'huile essentielle tea tree ou arbre à thé, c'est plus dans ce qui concerne l'infection, mais l'infection voilà, elle est là et vous voulez traiter cette infection. On est plus dans l'infection présente que dans l'infection aiguë qui arrive. L'infection aiguë, c'est l'huile essentielle de clou de girofle. Et c'est la raison pour laquelle c'est l'huile essentielle qu'on a dans nos préparations dentaires. L'arbre à thé, c'est également très très riche en composés. Alors vous pouvez l'appeler soit huile essentielle à arbre à thé, soit tea tree, soit pour donner un côté, on va dire, voilà, un petit peu pharmaceutique, c'est Melaleuca ternifolia. Mais ce n'est pas la peine de le retenir celui-là. Si vous avez huile essentielle de clou de girofle et huile essentielle de tea tree, ce sera parfait. Il y a des monoterpènes, il y a des monoterpénols, ça c'est pour vous donner la composition, mais je ne veux pas vous trop rentrer dedans. C'est surtout pour vous dire, alors ça c'est un intérêt majeur, c'est un antibactérien à très large spectre, extrêmement puissant sur le plan antiviral et également sur le plan antiparasitaire et antifongique. Et il est immunostimulant puissant. Donc, il est vraiment complémentaire et utile dans la continuité d'une infection. Donc, moi, ce que je voulais dire en conclusion, c'est que dans la façon d'agir en phytoaroma, en commençant dedans, ce n'est pas de commencer par du très lourd, mais commencer par du petit, très efficace. Petit, très efficace, ça va vous mettre en confiance pour poursuivre son utilisation. C'est ça l'objectif. C'est de vous amener pas à pas à utiliser la phytoaroma de façon sereine. D'abord, le stress. Ça va être intéressant pour le patient parce que ça va booster son immunité, ça va permettre d'augmenter ses défenses immunitaires et ça va vous donner un patient sur le fauteuil qui va être zen dans ses mouvements. Donc, pour vous, c'est une facilité lors de l'intervention. Le deuxième intérêt, c'est de faciliter la cicatrisation à la fin. La cicatrisation,
vous avez la prêle qui a ce côté à la fois anti-inflammatoire, antalgique, et également restructurant osseux, qui va permettre la cicatrisation plus rapide de l'os et du tissu conjonctif par ce côté trophique. Donc, vous avez tout intérêt à utiliser la prêle en post-opératoire, mais dans le premier mois, 600 mg, après une intervention. Et là, vous allez être dans le juste efficace. Et pour les gouttes d'huile essentielle, rappelez-vous, c'est 6 gouttes dans la journée. On peut les répartir ou on peut faire 3 le matin, 3 le soir, en cutané ou à ce moment-là sur un support. Mais c'est facile en prescription. En le mettant sur l'ordonnancier, ça vous fait 2 lignes. Et puis la 3e ligne, c'était plus pour ce côté vraiment dentiste et d'approche de bain de bouche, parce que souvent on doit vous demander des bains de bouche à lait naturels. Eh bien, huile essentielle de clou de girofle, huile essentielle de titri, que vous associez dans un gargarisme, parce que vous allez avoir un rôle anti-infectieux majeur, un rôle antalgique associé, et que ça va en même temps agir sur l'immunité. Et là, vous avez tout gagné pour optimiser la réponse du patient face à la chirurgie. Ça, c'est très important à retenir. Alors là, vous avez les étudiants qui sont pendant la formation post-universitaire en train de faire le laboratoire, parce qu'il y a des travaux pratiques. Bon, là, ils n'étaient pas encore masqués puisqu'on n'avait pas l'obligation des masques. Là, ça a peut-être changé. Et là, c'était la pratique des cours. Donc voilà, c'était une petite anecdote, notamment que Stéphanie qui est devant, Vincent, Dominique, qu'on reconnaît, Hervé. Et donc là, c'est pour vous dire que dans cette formation, je suis très fière que Rafi, notre Rafi international, soit présent. Il est extrêmement compétent, capable et puis donne avec beaucoup d'élan, de générosité, comme le COEFI, c'est vraiment l'image. Et donc cette année, c'est vrai que pour la 4e édition, on avait fait en présentiel au début et on a fini en visio le reste des cours. Et que la prochaine session, qui sera la 5e année, va commencer le 28 janvier. Donc, on peut toujours s'inscrire. Et là, il y a tout un programme avec des journées botaniques, des TP et des colloques. Et on va devoir s'adapter vraiment, vraiment comme nous tous à une pratique en bal masqué. Une pratique où j'ai déjà remarqué, je peux vous le dire, comme ça peut peut-être donner des clés. À la faculté de pharmacie, où j'enseigne aussi les cours à la faculté pour les pharmaciens en DU de phyto, eh bien, eux, c'est attention, vous rentrez dans la faculté, vous devez émarger une feuille, on vous donne une petite mallette. Dedans, vous avez un gel que vous pouvez remplir au sein de la faculté. Vous avez une boîte de lingettes. Il y a également 4 masques et il y a une paire de lunettes. Parce que la distanciation, on va dire physique, sur un campus de 2000 étudiants, c'est difficile. Donc, on était tous masqués, mais est-ce qu'on a vraiment 1 mètre? C'est pas sûr. Juste quand même pour vous donner l'information qu'ils arrivent quand même à faire et on est en TP. Alors là, c'est pour vous dire que si vous voulez avoir un petit peu un complément, il y aura un colloque le 29 et le 30 chez GACD, au 25 rue Bleue si vous êtes intéressé. Donc, vraiment, il y a porte ouverte. Et il y aura des TP. Et là, va participer en fait Rafi. Et il va nous faire les cours de paro, phyto, avec des démonstrations sur des mâchoires au niveau de dénudation radiculaire, entre autres, et des greffes surtout. Voilà. Écoutez, moi, je voulais vous remercier de votre attention. Et là, vous avez la promotion 2017 en plein pique-nique. Et vous reconnaissez encore notre ami Rafi avec plaisir. Voilà. Et puis, merci de votre attention. Il a pas changé. Merci Florine, magnifique. Bon, on n'a pas beaucoup de questions parce que tout le monde était un peu, je pense, scotché à ce que tu disais. Il y a une question de Jean-Max Sylvain. L'après les 600 mg en une seule prise pendant la journée, c'est possible en une seule prise ou il faut les diluer C'est possible, mais on conseille que, un petit peu comme l'anti-inflammatoire et l'antalgique, le fait de le répartir dans la journée, ça nous fait deux intérêts d'avoir un effet calmant et anti-œdème. Mais on pourrait éventuellement le faire en une prise, mais c'est mieux en 2. Ok. Et c'est possible. D'accord. On a une question sur le magnésium. Est-il pertinent avec la prêle pour la fixation du calcium? Alors, le magnésium est effectivement un élément intéressant, mais quand on lit la composition de la prêle, c'est pour ça que je voulais détailler, il y a du magnésium. D'accord. Donc, avec le magnésium, ce n'est pas forcément nécessaire. Okay. Sauf si éventuellement,
on a vu sur un examen, une prise de sang, qu'il y avait un besoin, un manque majeur. Mais sinon, on l'a déjà dans la presse. Pas de problème. Je voulais vraiment vous faire commencer par de petits remèdes à grand effet. Voilà. Eh ben, tu as bien fait. Est-ce que ça te dérange si je laisse la parole à certains qui veulent poser des questions, je sais pas, 5-10 minutes, quoi? Ah oui, avec grand plaisir. Si vous voulez, levez la main et si vous avez des choses à dire. Et je Raphaël, remercie. attends, je sais que Raphaël, il va nous parler d'un truc. Il va nous dire qu'il a arrêté les Ludrill. Je crois que c'est ça. Attends, tu vas voir. Qu'est-ce que tu utilises comme bain de bouche, Raphaël? Ouais, c'est ça ou pas? Ah non, merde, j'arrive pas. Attends, il parle, mais il est muet. Demandez la réactivation du micro. Voilà. Ah ouais, vas-y, Raphaël. Non, je sais. Je vais te dire, je suis à la retraite depuis bientôt 10 ans, donc je ne sais plus quoi utiliser. T'as raison. Un bon whisky, ça marche aussi. Ouais. Tout à fait. Alors attends, Daniel Segal, réactivation du micro dans 1 seconde. C'est bon? Non, c'est pas bon. Bon. Attends. Tac. Okay. Alors, Daniel Segal veut poser une question. Bon, j'arrive plus, écoute, laisse tomber. Je peux poser la question? Ah si, voilà, c'est bon. Ouais. C'est bon? C'est bon. D'abord, merci. Ça va? Tu m'entends? Oui, tout à fait. Merci, c'est passionnant. Moi, je suis stomato. Alors, auparavant, dans les dents, maintenant, je fais que de la paro, mais quand je faisais de la chirurgie, toujours, je prescrivais de l'arnica. Ah oui. Est-ce que vous conseillez Et puis après, j'aurais une question personnelle je dois me faire opérer de la cataracte, donc là, c'est tout à fait perso, mais ça peut peut-être intéresser d'autres personnes. Ouais. Alors, concernant l'arnica, alors effectivement, c'est extrêmement pertinent. C'est un excellent remède qui est connu depuis la nuit des temps. Quand vous avez un joueur de football qui est sur le terrain pour éviter le problème de dopage, qu'est-ce qu'on donne? On donne de l'arnica, parce que l'arnica est antidouleur et il est anti-inflammatoire, il est anti-œdème et il a un rôle circulatoire tout en minimisant le risque infectieux. Donc, c'est pour ça que c'est un remède roi. Le remède arnica est extrêmement intéressant en post-opératoire, mais attention, comme je l'ai mis dans le livre, évitez la dilution de 5CH. 5CH, c'est une dilution qui, chez certains patients, quand il y a eu des études faites, randomisées, en clinique, de façon expérimentale, sur des patients, on s'est aperçu que ça pouvait fluidifier le sang. Donc là, on s'est dit stop. C'est vrai que ça ne le fait que sur certains et pas sur tous, mais comme on n'est pas tranquille sur la totalité des patients, on le prescrit en 7 ou en 9 CH. Quand on est, on va dire, prescripteur nouveau en fait en homéopathie, l'arnica, moi je le conseille plutôt en 9 qu'en 7. Parce que je vais vous donner une explication très, très courte et très simple. Quand vous donnez de l'arnica en 7, vous avez un choc comme ça, il est devant vous, vous avez l'arnica en 7 dans votre poche, vous le donnez. En revanche, il a eu son choc, son intervention, mais il va prendre son arnica tard le soir ou il va prendre son arnica plutôt le lendemain matin. Là, non, vous donnez de l'arnica en 9. On s'est aperçu que la dilution en 9 était plus efficace. Sur le plan, bien sûr, toujours des recherches cliniques, expérimentales et non pas sur le plan fondamental. Voilà. Donc ça, c'est effectivement une très bonne remarque de Daniel Segal. Effectivement, j'acquiesce à 100% sur l'arnica. Et d'ailleurs, j'en avais fait toute une explication dans le livre d'homéopathie pour bien expliquer toutes les caractéristiques et l'intérêt de l'arnica. Et donner une dose de 15 CH avant l'intervention? Alors ça, la dose de 15 CH, ça va agir un petit peu sur le côté aussi psychique. Ça peut être intéressant. Alors en homéopathie, en fait, plus les dilutions, le chiffre augmente, plus on va avoir une action sur le côté psychique du patient, le côté choc psychique. Arnica, c'est le remède du choc. Quand vous le donnez en 4 CH, donc petite dilution, ou alors jusqu'à 9, c'est plus une action corporelle, avec limite psychique quand on est au 9, parce que 9, c'est la transition. Quand on est en 15, c'est qu'on va agir sur ce choc psychique, parce qu'une intervention, une chirurgie, ce n'est pas facile, encore moins dans tout ce qui est effectivement maxillo, orthopédie, donc les plus lourdes. Et là, c'est tout à fait une indication pertinente. Et vous conseillez de le commencer combien de temps avant l'intervention?
Alors, moi, j'aime bien le soir de l'intervention, c'est-à-dire vraiment commencer, encore c'est assez général, on retarde un petit peu, mais après l'intervention. Je préfère après, pourquoi? Parce que quand on le donne avant, il y a des patients, mais pas tous, mais il y en a certains qui font ce qu'on appelle des réactions pathogénésis, c'est-à-dire des réactions qui s'enflamment. C'est-à-dire au lieu d'éviter un œdème, c'est des patients qui vont faire des œdèmes. L'homéopathie, c'est une gymnastique, c'est une méthodologie de compréhension qui est complètement différente de l'allopathie et de la phytothérapie. Phytothérapie et allopathie, c'est pareil dans le mode de raisonnement et de fonctionnement. L'homéopathie, pas du tout. On est dans du domaine ondulatoire, on est dans le domaine infinitésimal. Donc, on a des remèdes en homéopathie qui, lorsqu'on le donne avant, peuvent donner ces effets au contraire, augmenter un œdème après qu'à diminuer. Donc, moi, je suis plutôt quand on découvre l'homéopathie, qu'on veut l'intégrer de façon aisée et avec la plus grande sécurité de compréhension et d'utilisation, d'utilisation en sécurité, c'est après. Voilà, clairement, c'est mieux après. Et après, bon, j'ai une question personnelle. Je suis désolé pour les autres participants. Je dois me faire opérer de la cataracte. Qu'est-ce que vous me conseillez en pré- ou post-opératoire? Alors, la cataracte, on a dedans un tissu qui est on a quand même une partie, on va dire, tissulaire, ou le conjonctif, ou le côté peut-être intéressant. On n'est pas dans l'os, mais on est quand même dans le domaine conjonctif. Donc, on peut être, et puis on a le côté anti-hémorragique, on n'a pas envie que ça saigne, etc. Donc, l'après a son indication. Mais cette fois-ci, on peut très bien descendre à 400 mg. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est intéressante, puisqu'on parlait d'homéopathie, dans le livre d'homéopathie, j'ai mis une préparation qui est extrêmement intéressante en post-chirurgical et qui marche en fait dans son utilité. Et d'ailleurs, il y a une dentiste, le docteur Sylvie Sebag, qui fera une conférence dessus lors du colloque le 29 et le 30 octobre. On fait une association de 3 remèdes. Arnica 9CH, Staphysagria 9CH et Nux vomica 4CH. Nux vomica 4CH et le deuxième, c'est le quoi? Staphysagria, STA, PHY, SAGRIA. Le premier remède, c'est pour la chirurgie, le choc. Le deuxième, c'est pour la cicatrisation des tissus muqueux. Il permet de refermer les berges de façon plus rapide et plus jolie pour éviter les cicatrices kéloïdes ou ce genre de choses. Donc, on a une plus belle réparation tissulaire. Et Nux vomica est un draineur du médicament, est un draineur de l'anesthésie. Donc, en associant dans un seul remède ce qu'on appelle une préparation magistrale homéopathique, on met une seule ligne, on met Arnica 9CH plus Staphysagria 9CH plus Nux vomica 4CH, c'est une seule ligne. On demande au pharmacien 4 tubes parce qu'un tube fait à peu près une semaine, on va dire. Et on prend 9 granules tous les soirs pendant un mois. Voilà. Et ça, c'est un excellent accompagnement aussi pour la cataracte. Voilà. Et c'est très simple à prendre, c'est très facile, sans aucun effet secondaire. Mais bien sûr, prendre l'arnica en 9 et pas l'arnica en 5. Parce que si on est dans le cas de la susceptibilité, alors là, on se retrouve dans une hémorragie et là, ça ne devient pas cool. Hein. Voilà. Ouais. On a une remarque de Vincent qui dit l'euphrasia serait peut-être indiqué pour la cataracte. Je ne sais pas. Oui, l'euphrasia peut être un complémentaire indiqué. Mais là, il s'agissait de prendre, c'est tout à fait juste, mais là, il s'agissait de faire une préparation qui va dans un seul tube mettre un totem d'efficacité. Là, aujourd'hui, c'est petit remède, grand effet. Mais l'idée de Vincent, et je pense que c'est Vincent Pissoa, parce que je le connais, il aime bien ce remède, parce qu'il est quand même très, très, très bon en homéopathie. C'est un remède qui est effectivement affirmatif, c'est lui. Et Euphrasia, combien de CH alors? On peut rester dans les petites dilutions, on peut aller jusqu'à 9, mais pas la peine de monter aussi trop haut. Là, on est vraiment dans l'action organique. Voilà. Merci. Et quel traitement pour l'arthrose? La prêle aussi ou pas, Jean-Max, il veut savoir. Oui, alors là, la prêle pour l'arthrose, il y en a même qui sont tellement habitués à le prendre, il y en a qui le prennent eux-mêmes en continu, alors qu'en fait, il vaut mieux pas le prendre quand même en continu, parce qu'il est toujours important de donner une fenêtre thérapeutique à l'organisme, comme
comme on connaît, parce que l'organisme sinon va s'habituer et c'est pas bon. On va le mettre en dormance. Et donc, à ce moment-là, on peut l'utiliser 1 mois, pause 1 semaine, 1 mois. Et si on a vraiment de fortes douleurs d'arthrose, alors à ce moment-là, c'est 3 mois, pause 15 jours, 3 mois. Voilà. La prêle a également un très très grand rôle dans l'arthrose, dans les entorses, dans tout ce qui peut être fracture d'un fémur ou d'un os où on a mis des broches. C'est extrêmement efficace. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a des patients, quand ils le connaissent, ensuite, ils se font quelque part une autoprescription, ce qu'il ne faut jamais faire. Voilà. Parce qu'il y a des indications, il y a des durées de prescription en fonction de l'indication. Oui, où est-ce qu'on peut l'acheter ton livre? Sur Internet, sur Amazon ou non? On peut l'acheter chez GACD, on peut l'acheter sur Internet, on peut l'acheter sur Amazon aussi. Et il y en a deux, il y en a un qui fait la phyto, aroma, et l'autre qui fait l'homéopathie. Et les deux sont complets pour notre profession. Voilà, là, j'ai ciblé notre profession. Okay, super. J'ai plus de questions. Si, Raphaël, attends, je ne sais pas si tu as levé la main ou pas. En tout cas, c'est un plaisir d'être là, d'être présente. Et je suis une fidèle du Coeffic parce que j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup la qualité qui est recherchée. Et ça, c'est toujours un enrichissement pour aussi les praticiens. C'est vraiment des échanges dans le côté positif. Et ça, j'aime beaucoup. C'est vrai, bah nous aussi, on aime. Hein. Bon, il peut. Vas-y. Raphaël veut parler. Tu m'as posé une question piège à propos de la chlorhexidine. Mais tu sais bien que ce n'était pas d'abord le thème de ce soir. Non, je sais, mais quand même parler de bonne bouche. Oui, alors le bain de bouche, tu peux le faire avec la chlorhexidine, c'est une indication. Mais par contre, si tu dois travailler en sous-gingival, la chlorhexidine n'est pas du tout indiquée. Oui, exact. Tout à fait. Donc, on peut faire ta préparation, Florine. Voilà, exactement. Et on peut le faire quand on le fait en irrigation sous-gingivale. On peut le faire avec une base d'alcool, puisque l'alcool permet de dissoudre, de permettre de rendre solubles les huiles essentielles. Donc, on n'aura pas qu'un fond d'eau, mais on aura une petite quantité d'alcool qui va permettre aux huiles essentielles de diffuser. Mais est-ce qu'il agirait également contre le corona? Oula, la question délicate. Et voilà. Alors, pour le moment, en fait, on n'a pas de preuves scientifiques en la matière. Et moi, j'aime bien parler quand on a des connaissances validées et acquises et avérées. Alors, pour le coronavirus, ce que l'on sait, c'est que in vitro, je n'ai pas dit in vivo, in vitro, le laurier noble a montré, l'huile essentielle de laurier noble a montré son efficacité depuis c'était en 2008, une des grandes études, a montré son efficacité sur le SARS-CoV-1. In vitro. Les huiles essentielles conseillées dans tout ce qui est viral, c'est dans le domaine bien sûr ORL, puisqu'on a vu que c'était la sphère ORL qui était quand même assez touchée par la porte d'entrée, c'est l'huile essentielle de Ravinsara. Éventuellement, on pourrait faire une présentation pour expliquer l'intérêt des huiles essentielles qui sont beaucoup plus orientées sur ce virus. Ça, on peut faire. Il y aurait le Ravinsara et le laurier noble, qui sont deux pôles d'indication intéressantes. Mais est-ce que ça a un côté virucide sur le SARS-CoV-2? Je n'ai pas la réponse. Et personne n'a la réponse. Donc, il s'agit d'être carré dans la précision des mots. Voilà. On a une question de Jean-Max Sidbon qui adore les questions tout le temps. Quel moyen pour réduire les hémorragies? Alors, pour réduire les hémorragies, on a une huile essentielle, nous, qu'on peut utiliser au cabinet, qui est le schiste ladanifère. Et c'est une huile essentielle extrêmement puissante. Est-ce que tu peux répéter? Il n'a pas entendu. Schiste ladanifère, C-I-S-T-E. Ladanifère, L-A-D-A-N-I-F-E-R. Accent grave, R. Alors, cette huile essentielle, quand on la découvre et qu'on l'utilise la première fois, on peut dire clairement qu'on est bluffé par son efficacité de rapidité. On peut l'utiliser sur une compresse. Donc, on prend une compresse, on met 4 gouttes d'huile végétale. Par exemple, celle qui, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait parlé d'une huile végétale qui avait un effet astringent, l'huile végétale de pépins de raisin. Donc, on met ces 4 gouttes plus 1 à 2 gouttes d'huile
essentielle de chez Stella Danifer et vous allez voir l'impact directement par la compression de l'arrêt du saignement. Ça, c'est redoutable. Quand on le fait la première fois et que ça nous arrive, on est bluffé. Alors, on est agréablement soulagé de voir l'efficacité dans la rapidité. Mais comme ce n'était pas le sujet, c'est vrai que je l'ai mis de côté, mais c'était pour vous montrer que la phytoaroma, en fait, a sa place depuis le préopératoire, en péropératoire et en post-opératoire. Merci Florine. Parce que, non, on a une remarque, elle sent le cuir. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas, il y a quelqu'un qui dit elle sent le cuir, cette huile essentielle, je crois. Je sais pas si c'est. Ah oui, elle a une odeur forte. Elle a une odeur forte, oui. Ah, voilà. Bon, okay. Dans les aftes, Daniel Segal, il veut savoir dans les aftes. Alors, dans les aftes, eh bien, on peut utiliser les huiles essentielles qu'on a dans le bain de bouche parce qu'elles peuvent être aussi efficaces. Mais une huile essentielle qui est quand même assez intéressante pour les aftes, c'est la sauge sclarée. Voilà. Mais si on a à portée de main l'huile essentielle de giroflier, il faut quand même savoir qu'elle a un effet antalgique et cicatrisant. Donc, on peut aussi l'utiliser. Mais c'est vrai que celle qui a une portée, on va dire plus affinée, c'est l'huile essentielle de sauge sclarée. On prend un coton-tige qu'on trempe dans une huile végétale. On met ensuite 2 gouttes d'huile essentielle de sauge sclarée et on le pose sur l'afte. Et là, c'est redoutablement efficace au niveau de la douleur et au niveau de la rapidité de cicatrisation. Il est anti-inflammatoire et cicatrisant. Très intéressant. Merci beaucoup, Florine. On va pas vas-y, on va pas te prendre toute la soirée, là, c'est bon. T'as d'autres choses à faire. T'as pas mangé. Mais je vous adore. Mais nous aussi, il faut qu'on se voit maintenant en vrai, hein. Ben, ce serait sympathique, oui. Les ordi, là, c'est chiant. Ouais, bah oui. Allez, on va se débrouiller. Et je remercie tout à fait. Avec plaisir. Tout le monde te remercie en tout cas là, hein, dans le chat là. Enfin, t'as des merci, bravo, tout. Ça marche. Je remercie aussi en retour un échange très sympathique. Avec plaisir. À bientôt. Allez, salut. Tac. À bientôt.